Cette capsule est un extrait de l'entretien que j'ai réalisé sur la chaîne Biomécanique, dans lequel nous avons abordé de nombreux sujets. Mon rapport à la vulgarisation, mon avis sur la liberté d'expression, sur la censure ou encore sur le conditionnement. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'entretien dans son intégralité, c'est sur la chaîne Biomécanique, le lien est dans la description. La question que tu posais, c'était est-ce que le savoir qu'on transmet, est-ce qu'il est mis au service finalement de la nuance et de la subtilité? Pas toujours. Personnellement, j'ai l'impression qu'on va chercher dans la connaissance, dans la culture, on va moins chercher des éléments de réflexion pour nous aider à mieux appréhender le monde ou à mieux affiner notre compréhension du monde. On y va moins pour ces raisons-là que pour trouver matière à justifier ou à soutenir la vision du monde qu'on a déjà. Je m'explique. Quand tu regardes la plupart des chaînes de vulgarisation, que tu vas voir les statistiques, ou que tu consultes, tu fais des sondages pour savoir qui regarde ce genre de contenu, tu t'aperçois que ce sont des gens qui ont déjà des connaissances sur le contenu qu'ils consomment. Comme si finalement le vulgarisateur, malgré lui, s'adressait à des gens qui savaient déjà, sous-entendu, qui étaient déjà d'accord avec lui. Maintenant, si tu transposes ça à ceux qui font du contenu politique, bah, tu vas retrouver ça, j'allais dire, x10. Parce qu'on va surtout et souvent consulter le contenu avec lequel on est d'accord. Ce qui est évidemment le contraire de l'exercice de la pensée, puisque la pensée ne progresse que dans la confrontation à l'altérité, c'est-à-dire que dans la confrontation à ce qui n'est pas elle. Tu le sais en tant que sportif, le sportif, il va aller chercher la contrainte, au sens physique du terme. Il va chercher à contrarier son muscle pour que le muscle se développe. Eh bien, la pensée fonctionne de la même façon. La pensée, pour se développer, pour croître, pour élargir son champ d'appréhension, elle a besoin d'être confrontée à ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire à des idées contradictoires. Et on ne progresse jamais autant dans la compréhension du monde et dans l'éclairage de la réalité qu'en allant écouter ceux qui disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. L'ennui, c'est que ça, pour beaucoup de gens, et j'avoue que là-dessus, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais j'ai toujours eu du mal à le comprendre. Pour beaucoup de gens, ça, c'est un exercice très désagréable d'écouter des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, sur le plan même nerveux, ils n'arrivent pas à se contenir. Ils changent de chaîne parce que ce qu'ils entendent leur hérisse le poil. Moi, je sais que depuis que je suis petit, j'adore entendre des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ne serait-ce que pour mieux les comprendre et mieux les combattre. Alors aujourd'hui, je suis sorti de ça, c'est-à-dire que je n'ai plus du tout une approche militante des idées. C'est pour ça que je me fais souvent taxer de relativisme. C'est pas ça le relativisme. Le relativisme, c'est de dire que une chose peut être à la fois vraie et fausse, et que donc il n'y a pas de vérité. Moi, je suis pas relativiste, je suis contextualiste, je suis perspectiviste. C'est-à-dire que je pense que tout ce que dit quelqu'un a du sens dans le contexte à l'intérieur duquel il l'exprime. Tout ce que dit quelqu'un a du sens à l'intérieur de son paradigme. Et moi, je suis pour comprendre ce paradigme, et non pas pour le rejeter au motif qu'il me déplaît ou qu'il contredit ce que je pense. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre voie d'accès, ou en tout cas de rapprochement à la vérité, que de passer par ce biais-là. Je ne suis pas un idéaliste platonicien qui pense que la vérité est hors du monde matériel et physique. Pour moi, la vérité, elle jaillit de l'interaction, elle jaillit de la confrontation des idées. Donc c'est quelque chose de très concret. Ça passe par la discussion, ça passe aussi par la mise à l'épreuve de ce qu'on pense par rapport à la réalité. Tu as des gens, par exemple, qui vont croire quelque chose, ils ont une vision du monde, et la réalité aura beau leur donner tort jour après jour, ils vont continuer à s'accrocher à cette opinion, à cette croyance, parce que ils auront assimilé leur identité à cette croyance. On en est tous un peu là. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui aiment bien dire moi je suis comme ça, je peux pas me refaire, je suis comme ça. Cette idée toujours d'indivisibilité entre ce qu'on est et ce qu'on pense. Mais quand on y réfléchit, c'est dramatique de penser comme ça, parce que ça veut dire c'est s'interdire de changer d'avis, c'est s'interdire d'évoluer, c'est s'interdire de gagner en maturité au niveau de sa pensée, au niveau de sa réflexion.
Et c'est pas un hasard si c'est surtout le contenu politique sur YouTube qui attire les gens qui sont déjà d'accord avec nous, parce que la politique, c'est le lieu du dogmatisme, c'est le lieu du sectarisme, par essence. Pourquoi ? Parce que le projet du militant politique, ce n'est pas de faire évoluer sa pensée, c'est de convertir les autres à sa pensée. Donc si le militant se met à douter, si le militant se met à exprimer un avis contraire à la ligne qu'il est supposé défendre, mais quelque part, c'est un suicide social et même psychologique. C'est-à-dire, il ne sait plus qui il est. C'est pour ça qu'il y en a qui se font traiter de confus. Confus, dans la bouche d'un militant, ça veut dire tu t'autorises à avoir une position nuancée sur un sujet. Tu t'autorises à dévier de la ligne que tu es censé défendre. Tu vois, pour eux, ça, c'est de la confusion. Alors qu'en fait, le confus répondra non. J'essaye simplement d'entendre ce qu'il peut y avoir de vrai ou de pertinent dans un camp, mais aussi dans un autre. Parce que la vérité, elle ne se donne jamais à un seul camp. La vérité, elle se donne toujours de manière morcelée, de manière éparpillée. Et le travail du philosophe, ou de l'aspirant philosophe, bien, c'est d'aller ramasser tous les petits morceaux de vérité pour les rassembler et pour les réconcilier entre eux. Donc, les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui essayent de donner de la matière à réflexion en allant prendre dans tous les camps, dans toutes les pensées, dans tous les courants. On appelle ça l'éclectisme en philosophie, ça existe, hein, c'est pas nouveau, hein, ça date de l'école d'Alexandrie. Et l'éclectisme, c'est de dire toutes les pensées ne sont pas conciliables entre elles. En revanche, dans toutes, sinon dans la plupart des pensées, on peut trouver des éléments qui ont l'air hétérogènes ou qui ont l'air contradictoires à première vue, mais qu'on peut rassembler pour former une totalité cohérente. Et cette totalité cohérente, elle est indépendante de tout intérêt partisan, de tout intérêt de camp. Tu comprends ce que je veux dire ? Le sectarisme me semble être le pire piège pour la pensée. Parce que c'est s'interdire et c'est se priver volontairement, donc c'est pour moi une forme de servitude volontaire, c'est se priver volontairement d'éléments de compréhension sous prétexte qu'ils ne font pas partie de notre camp. Mais j'ai pourtant entendu à ton encontre des critiques comme quoi tu faisais partie du côté des mauvais. Parce que dans le choix de tes contenus, dans le choix de tes épisodes, des philosophes que tu veux représenter, on sentait une pointe d'idéologie que tu essayais d'infuser dans tes contenus. Ça, je l'ai entendu. J'essaie de t'écouter. Ouais. Je te trouve très intéressant. Je te trouve toujours très neutre. En tout cas, tu t'essayes de faire vraiment ce travail de neutralité. Alors, plus que neutre, je dirais mesuré. Parce que je me permets de le préciser parce que neutre, ça pourrait donner l'impression que je n'ai pas d'affect, que je n'ai pas de biais ou que je n'ai pas d'opinion. Ce qui évidemment n'est pas le cas puisque tout être humain a des biais et des opinions. Mais en tout cas, d'essayer d'être mesuré quand je dis quelque chose, de ne pas le dire simplement pour satisfaire une part de marché, mais parce que je crois sincèrement et honnêtement que c'est vrai ou que ça comporte du vrai. Pour ça que sur ma chaîne, je peux faire 4 épisodes d'affilée sur un anarchiste, un socialiste, un existentialiste ou tout ce qu'on veut qui est traditionnellement rattaché à la gauche, même si en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, sans avoir de complexe de qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce qu'on va en penser. Voilà. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, et là je vais répondre plus directement à ta question, le fait de traiter de certains auteurs, c'est déjà émettre une opinion à propos de ces auteurs. Sauf que malheureusement, là où ça peut difficilement fonctionner sur moi, c'est que si le fait de parler, alors je sais pas de qui, je pourrais prendre l'exemple, mais on va dire de Nietzsche par exemple, qui est souvent rattaché comme une figure de droite ou récupéré par une certaine droite. Si parler de Nietzsche, si parler des libéraux, des auteurs libéraux comme alors Jeremy Bentham, c'est pareil parce que c'est là en fait où tu vois ce genre de questions ne peut que m'amener à montrer qu'il y a une incompréhension de ceux qui me font ce reproche. On va dire oui, tu parles de l'utilitarisme, donc ton épisode sur Bentham et l'égoïsme.
Donc ça veut dire que tu es d'accord avec Bentham et que tu es d'accord pour dire que l'être humain est égoïste. Donc quelque part, tu justifies l'individualisme, le capitalisme, etc., etc. Je dis non, cette pensée existe. Elle a une influence dans le monde. J'en parle. Oui, voilà, La c'est pas parce pensée que ça existe d'un et autre, que c'est là que tu le valides nécessairement d'ailleurs. ben, ça serait compliqué parce que si je parle à la fois de Bentham et de Kant, de Platon et d'Aristote, de Spinoza et de Descartes, et tu peux appliquer ça à tous les couples de visions du monde différentes, mon seul devoir, c'est de parler de tout, d'un maximum en tout cas de représentants de tel ou tel courant de pensée. Donc, pour certaines personnes, le fait de donner du crédit à certains discours, le fait de prendre au sérieux, ah bah tiens, l'exemple est tout donné, Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, je l'ai reçu sur ma chaîne, on a fait 2 entretiens. Eh bien, si je donne la parole à Frédéric Delavier, ça veut dire que, à travers ça, je cherche à diffuser les idées de Frédéric Delavier. Mais Je comment reçois les mêmes se fait-il que critiques. ça, Je reçois les mêmes critiques 100% du temps. Hein. parce que tu t'autorises, et je pense que c'est aussi ça le travail de l'esprit libre, c'est de s'autoriser lui-même, c'est pas d'attendre une autorisation. C'est de s'autoriser, de donner la parole à des personnes, des personnalités euh, dont on estime qu'ils sont intéressants, qu'ils ont un regard intéressant et qu'ils peuvent nous apporter quelque chose dans notre compréhension du monde. Moi, si demain je lis Jordan Peterson et que je m'aperçois que dans son livre il y a des choses que je trouve intéressantes d'un point de vue philosophique, je ferai un épisode sur Jordan Peterson. Et si le lendemain j'ai envie de faire un épisode sur Pierre-Joseph Proudhon, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez Pierre-Joseph Proudhon qui méritent d'être exprimées, je ferai mon épisode sur Pierre-Joseph Proudhon. Et de toute façon, cet épisode, il est déjà en cours de préparation. Donc tout ça pour dire que je n'attends pas d'avoir la permission. Parce que avoir la permission, ça veut dire je te permets de. Mais moi, personne n'a à me permettre de. Ma sanction au sens, ce qui va acter ce que je fais, ça va être, est-ce que les gens vont apprécier ou pas ce que j'ai fait? Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Et même dans ce jugement-là, est-ce que les gens ont apprécié ou pas? Il y a quand même quelque chose de plus important encore, c'est est-ce que j'ai le sentiment d'avoir bien parlé, bien faire comprendre, bien expliquer, bien transmettre l'auteur dont je parle. Et mon seul baromètre, c'est moi-même. Quand je lis un auteur, est-ce que je trouve que c'est intéressant? Oui ou non? Si la réponse est oui, je pars du principe que ce qui m'intéresse moi a des chances d'intéresser les autres. Et je ne dis même pas va intéresser les autres, je dis bien a des chances d'intéresser les autres. Tu sais, c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, des fois, tu sais pas trop quoi dire, et puis tu vas dire une banalité, quelque chose qui t'a traversé l'esprit ou un truc que t'as fait, et la personne va dire ah c'est marrant que tu dis ça parce que c'est marrant que tu dis ça, sous-entendu ben ce que t'as pensé ou ce que t'as vécu, ben ça m'est arrivé aussi. Des fois c'est quand on ne cherche pas à intéresser les gens qu'on les intéresse réellement. Ben moi je fonctionne comme ça. Je lis quelque chose, est-ce que ça m'intéresse oui ou non? Et est-ce que ça va intéresser les autres? J'en sais rien. L'autre fois, j'ai fait un épisode, je sais plus d'ailleurs sur quoi c'était. Ah, j'étais persuadé qu'il allait avoir 100 000 vues au bout de 2 jours, tu vois. Je sais plus lequel c'était. Je me suis dit, ça, c'est un sujet qui va intéresser les gens. Erreur. Erreur de mettre simplement poser la question de savoir si ça allait intéresser les gens parce que ça marche pas comme ça. La question, c'est est-ce que toi, ça t'intéresse? Et si ça t'intéresse et que tu le fais bien, c'est la seule chose qui compte. Eh bien, ça, pour certaines personnes, c'est déjà prendre trop de liberté avec certains courants de pensée. Si c'est prendre des libertés avec ces courants de pensée, ça veut dire probablement, insidieusement, être d'accord avec un tel ou un tel. Donc, ça veut dire travailler de façon souterraine à diffuser des opinions politiques. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que quand je parle de Bentham ou de Delavier, que je distille des opinions personnelles, mais que quand je parle de Bakounine ou de Marx ou de Paul Lafargue, à ce moment-là, je ne distille pas des opinions personnelles. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est un peu le scalp des inconnus, il y a, oui voilà, il y a le bon épisode et le mauvais épisode. Il y a le bon épisode, il y a le mauvais épisode, c'est celui où je distille mes opinions, et le mauvais épisode, enfin le bon, c'est celui où j'essaye d'être neutre. Non, je ne suis neutre dans aucun des deux, et je n'essaye de distiller des opinions dans aucun des deux. En revanche, qu'il y ait forcément une dimension d'intérêt personnel concernant les auteurs dont je traite, c'est inévitable, parce que sinon je n'en parlerai pas.
De la même façon qu'un scientifique qui va faire un doctorat sur la structure moléculaire de tel système biologique, eh ben ça l'intéresse, parce que sinon il n'aurait pas travaillé là-dessus. Est-ce qu'on va lui reprocher pour autant d'avoir un biais parce qu'il s'est intéressé à ce sujet-là? Je ne le pense pas. Donc pour moi, les choses sont en réalité beaucoup plus simples que certaines personnes se l'imaginent. Mon questionnement, il se limite à ce que je lis, est-ce que ça m'intéresse? Si la réponse est oui, j'en parle. Pour écouter cet entretien dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne Biomécanique, le lien est dans la description.